Clément Viktorovitch nous parle de ses peurs concernant les élections présidentielles 2027 et c'est assez intéressant parce que vous allez voir l'extrait, je vous laisse quand même le découvrir sans trop vous spoiler, mais on croirait au début qu'il est d'accord avec nous et puis au fur et à mesure ça devient un peu désastreux, donc on va pouvoir en parler et on va parler de ça évidemment avec Chris qui est notre présidentielologue en chef à la patte du team et à la brèche plus généralement. Chris, comment ça va? Ça va. Ouais, c'est intéressant parce que nous, on est plutôt. On voit les choses venir. C'est pour ça que nous, on peut pas doomer, je pense. Voilà. Des fois, on a peut-être un manque d'attrait pour l'avenir, mais on peut pas vraiment doomer parce qu'on voit les choses et on essaye de compenser ensuite les mauvaises nouvelles. Mais là, Clément Viktorovitch, l'extrait est intéressant. C'est pas spécialement pour taper sur Clément Viktorovitch, même si représente une certaine forme d'analyse politique, tu sais, un peu zette, on choisit les meilleures idées, on n'est pas partisan, mais en même temps, on est quand même pour le Personne mieux. sait pour qui je vote. Tu Alors, vois, tout le monde sait qu'il a voté Grégoire. Tu vois, c'est genre des gens, Si ce gars n'a pas voté Grégoire au deuxième tour, c'est assez typique, j'arrête ces la gens. politique. C'est ça, ouais, moi aussi, j'arrête les prévisions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent tout le capital, j'aime pas trop ce mot, mais bon, je vais quand même l'utiliser, ce concept. Tout le capital symbolique, tu sais, les attraits du militant de gauche, tu vois, sans s'engager vraiment comme des militants de gauche. Parce que quand tu t'engages vraiment, bah, tu choisis une ligne, tu choisis un parti, puis tu essayes de la faire grandir, de la faire grossir. Non, eux, c'est des gens, ils se disent, moi, j'adore le foot, mais t'as une équipe que tu préfères? Non, moi je suis pour l'équipe qui joue le meilleur jeu. Je suis pour le gagnant, quoi. Je suis pour celui qui... Vraiment. Et tu vois, et moi j'ai... Mais on fluctue quand comprenez bien les gens. On fluctue quand on est partisan ou supporter. Voilà, au départ, effectivement, on peut avoir un problème de sectarisme. On a l'impression d'avoir trouvé la vérité sur terre dans notre parti, puis on n'apprend pas la contradiction. Voilà. Puis après, quand on comprend qu'en fait, il y a des contradictions, qu'on peut se tromper, qu'il faut quand même agencer les choses, là, on peut se dire être déçu, tu vois, avoir envie de lâcher ou se dire bah ça va pas marcher du premier coup. Donc, des fois, lâcher les choses, doomer, comme disent les jeunes aujourd'hui. Voilà. Et puis, en fait, à la fin, on revient à la ligne, tu vois. Et donc, tu sais, t'as cette courbe là, ce même de la courbe du QI, pas du, tu sais, genre qui dirait moi, de toute façon, mon parti, c'est mon parti. En haut, non, mais c'est plus compliqué que ça, il faut pas s'attacher à un parti, machin, il faut regarder les programmes les plus. Hop, et à la fin, les 142 QI qui disent non, mon parti, c'est mon parti. Mais bref, pour revenir à ça, ouais, il y a vraiment ce truc là, et effectivement, Clément Viktorovitch incarne cette logique de gens que moi je trouve dépolitisants, ou politisés à mon avis sur le tard, voilà, mais qui sont rattrapés par l'époque, la politique qui amène le fascisme, etc. Et qui se disent comment on va pouvoir éviter le pire sans non plus trop s'engager, tout en ayant les privilèges et les attributs, les capitaux symboliques de gens qui sont de gauche et qui sont engagés. Et ça donne quelque chose d'assez cata. Et il y a tout dans cet extrait, c'est-à-dire, pour moi, la pire manière de faire de la politique et de s'engager en politique, c'est-à-dire Clément Viktorovitch, quoi. Après, tu dis des gens politisés sur le tard. Moi, je suis pas forcément d'accord. Hein. C'est aussi un peu un profil parfois Oui, de gars, tu sais, politisés au collège. Moi, j'ai été délégué de classe. Puis après, j'ai fait partie de je sais pas quel syndicat lycéen et tout. Il y a aussi ce truc-là de gars qui se croient très politisés, alors qui s'est peut-être vraiment politisé sur le tard, mais qui s'est toujours cru politisé, alors que ça a toujours été un peu une noisette, quoi. je suis d'accord, tu fais bien de faire cette précision. Tu as aussi la politisation, tu sais, qui est évidente. T'as des gens Mm. qui baignent dans des bains de politique, tu vois. Et ceux-là, souvent, sont beaucoup plus dépolitisants et dépolitisés que des vrais gens. On l'avait déjà dit une fois. En fait, moi, je dis les gens qui, des fois, ne votent plus, en ont marre, ou votent par réaction et tout, sont ultra politisés. C'est des gens, ils n'ont pas le temps d'être militants, ils n'ont pas le temps de faire du Twitch, ils n'ont pas le temps de faire des analyses, de lire des livres. Mais pour eux, la politique, c'est sérieux. Et c'est une question de vie quotidienne, de vie ou de mort. Et pour eux, ils sont au-delà de la politique. Ils n'ont pas le temps de jouer à l'analyse de ci, de ça. Et quand à un moment donné, ils se rendent compte que la politique, bah, ça change plus leur vie, c'est typiquement le PS, machin, qu'ils ont essayé de voter et tout, et ben ils disent allez vous faire foutre, je veux plus voter. Ou alors vous m'interdisez. Ce vote-là, il y a 90% des médias qui me disent c'est le vote dont on ne veut pas, bah, je vais aller voter ça, tu vois. Pourquoi? Parce que ils ont envie que leur vie change grâce à la politique. Et c'est ce que depuis 50 ans, on leur a empêché. C'est-à-dire que leur vie change, qu'ils votent à gauche, qu'ils votent à droite. Et le RN a aussi capté ça. Il a aussi capté à un moment donné de se dire, mais nous, vous voyez, si vous votez pour nous, ça va vraiment changer. Alors ça va changer
plus raciste, plus violent, plus hiérarchique. Mais les gens se disent à un moment donné, ah bah au moins ça va vraiment changer. Pourquoi ? Parce que les masses sont ultra politisées, justement parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir des dividendes de l'engagement politique, de je suis militant, j'ai des vues, j'ai machin, voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi, tu as des gens qui sont, comment dire, sous-politisés parce qu'ils baignent dedans, parce qu'ils ont jamais vraiment de... Tu vois, ils font ça comme ils auraient choisi un métier, comme ils auraient choisi du théâtre, comme, je te dis, comme des footix qui changent d'équipe tous les 4 matins parce qu'ils trouvent que, ah, dis donc, c'est sympa le Real avec Zidane, donc je suis fan du Real, quoi, voilà. Ouais. Tu vois, moi, j'aurais un peu la même critique à faire au nouveau format, tu sais, de Mélenchon avec les nouveaux médias. C'est-à-dire que, alors j'aurais pas la même critique que de dire gna gna gna, c'est des médias sélectionnés ou je sais pas quoi, c'est la critique qu'on entend à la télé, mais de dire que Mélenchon, tu vois, il développe là, un nouveau type de conférence de presse en disant ça va être différent. Oui, mais en fait, ça reste quand même dans des lores de gens qui se surintéressent à la politique et tout ça. Alors, il peut le faire aussi, hein, on n'oppose pas forcément les choses, il peut faire ça et faire autre chose. Mais j'aurais aimé qu'il crée quelque chose qui, justement, va vers des gens peut-être plus dépolitisés, peut-être plus en ruralité, par exemple, tu vois. Mais ça peut être en ruralité, ça peut être en banlieue, ça peut être à travers... je sais pas, des choses pratico-pratiques qui ont trait à la vie quotidienne, au travail, au logement, à la vie familiale, à la gestion des personnes âgées, la gestion des enfants, des choses comme ça, tu vois, qui sont en fait très politiques, mais qui reposent sur des gens qui ne se disent pas forcément politisés ou ne sont pas forcément dans leurs politiques. Et j'ai l'impression, tu vois, que quand on se décale comme ça en se disant on va plus aller sur les médias traditionnels, on va aller sur des médias numériques avec des influenceurs, des choses comme ça, en fait on reste quand même dans une sorte de caste de gens super politisés, tu vois, et que quelqu'un ait fait Sciences Po il y a 10 ans et soit sur France 2 ou ait fait Sciences Po maintenant et soit sur Twitch, ça reste quand même la même catégorie de personnes, quoi. Et encore une fois, moi je dis pas ça pour qu'il fasse ça, ça me gêne pas, tu vois. On est dedans mais en plus. Hein. On est dedans en plus aussi, tu vois. Mais typiquement Mélenchon, et moi ça me ferait très plaisir de faire une interview de Mélenchon, tu vois. Mais c'est pas comme ça qu'il va gagner. S'il vient faire une interview avec nous, c'est pour peut-être que ce soit intéressant, aller loin sur certains sujets, mais il va pas gagner des électeurs en venant nous parler à nous, tu vois, parce que les gens qui nous regardent, en fait, ils votent déjà majoritairement pour lui, tu vois. Par contre, il y a toute une tranche de la population qui ne croit plus en la politique, qui voit aussi en Mélenchon parfois un vieux briscard qui a été sénateur, tout ça. Et j'aimerais bien voir la France Insoumise aller essayer de créer quelque chose de nouveau pour 2027 dans ce sens-là, quoi. D'ailleurs, c'est ce que nous on fait. C'est pour ça qu'on n'est pas à cette conférence. Parce qu'on considère que c'est pas forcément notre place. Et puis nous, on est un journal militant, donc on est des polémistes. On se voit pas comme des journalistes, quoi. Donc on n'est pas un média purement médiatique. On a derrière nous les militants, les campagnes et tout. C'est important ce que tu dis, cette précision, parce que oui, je pense que nous, on fabrique pas des gens qui doivent voter pour Mélenchon. On s'adresse à vous, voilà, qui nous regardez. Nous, ce qu'on a envie, c'est que vous deveniez des gens qui soient militants, quoi. C'est-à-dire qui convainquent les gens de voter en masse pour la gauche de rupture dans des endroits où ça ne vote pas en masse pour la gauche de rupture. Et t'as raison, Padu, parce que ouais, ce serait plus intéressant de mettre Mélenchon dans une salle des fêtes d'un village de 3000 habitants à un moment donné, et puis de faire venir 30 personnes qui lui posent des questions. Demain, voir des mecs qui le détestent et tout, et qui commencent à le clasher, et qui se rendent compte qu'en fait, peut-être que Mélenchon, il a des réponses à leur apporter, tu vois. C'est ça. Ça, ce serait intéressant. Dans un gymnase, dans un quartier populaire, parce qu'il faut pas se voiler la face. Les gens qui aujourd'hui se déplacent dans les quartiers populaires votent Mélenchon. Ça, c'est sûr. Comme à chaque fois, les gens qui se déplaçaient pour les quartiers populaires, à une époque, votaient PCF ou PS. Ils ont toujours voté à gauche, les quartiers populaires. Mais ils votaient pas pour Mélenchon. Aujourd'hui, ceux qui se déplacent votent pour Mélenchon. Mais la majorité ne se déplace pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La majorité ne se déplace toujours pas. Et que ce soit dans les quartiers populaires ou dans la ruralité, enfin, dans plein d'espaces, on va dire, très populaires, les gens ne se déplacent pas. Effectivement, ce qui se passe, c'est que le minima qui se déplace aujourd'hui dans les quartiers populaires vont chez Mélenchon. Le minima qui se déplace aujourd'hui dire dans la ruralité ou dans les endroits un peu plus, plus extérieurs des grandes villes, vont au RN. Voilà. Mais la masse des gens populaires, hein, des ouvriers, employés, ne se déplacent pas. Comme on dit, leur premier parti, c'est l'abstention. Et ce qu'on a besoin, c'est justement de conflictualité. Nous, pourquoi on essaye de fabriquer des campagnes, des militants, c'est que justement pour pouvoir créer des embryons de gens qui vont amener cette conflictualité de gauche de rupture
vous là qui nous regardez, demain, essayez de voir ce que vous pouvez organiser dans votre campagne, dans votre quartier populaire, dans votre petite ville de province pour pouvoir porter la rupture. Le but, c'est pas simplement de se dire ah, regardez la télé ou regardez YouTube ou regardez la page YouTube. Non, c'est pour ça que nous, on s'organise, on vous l'a dit, la campagne, on va créer des sections locales, voilà. Mais vraiment, c'est ça, il faut vraiment qu'on arrive à créer un vrai réseau. Il y a le réseau insoumis, il faut le compléter, voilà. Et comme tu dis, porter la conflictualité devant des gens, comme tu as dit, Mélenchon en est capable en plus. Et c'est des choses, tu sais, dont Benoît Coquart a parlé. Porter la conflictualité, de dire je vais venir chez vous, dans votre salle des fêtes, et surtout si vous me détestez, vous venez, et vous venez poser vos questions, et je vois comment on peut y répondre. Mais je suis sûr que là, Jean-Luc Mélenchon, non seulement il casse le game, et en plus, là, il sera repris à France 2, TF1. Et ce sera pas des gens qui vont regarder en disant c'est qui ces jeunes streamers, pas du team, machin, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sur lequel ils iront peut-être pas aller s'ils regardent France 2, tu vois. Par contre, s'ils regardent France 2 et qu'ils voient que à Trifouilly-les-Oies, Mélenchon est venu dans leur salle des fêtes s'affronter, ils auront envie qu'ils viennent dans la leur, etc. Et c'est comme ça que ça va créer. Faut ramener de la conflictualité tout le temps et partout. C'est comme ça qu'on va gagner. Voilà. D'ailleurs, tu sais, Mélenchon en 2012, quand il s'est présenté contre Marine Le Pen aux législatives, tout le monde commente ça en disant oui, il a perdu, c'est une défaite. Non, c'est une victoire. Je veux dire, c'était impossible qu'il gagne, tu vois. Et il est dans un truc où Le Pen est dans un fauteuil et tout. Il n'y avait aucune chance qu'il gagne, tu vois. Mais qu'il fasse genre, je crois qu'il a fait 21 ou 22%, un truc comme ça, contre Le Pen, en apportant de la conflictualité, en traitant aussi du même sujet qu'elle, c'est-à-dire de gens un peu en ruralité, plutôt blanche, plutôt qui souffrent de la délocalisation, de la mondialisation, de trucs comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a des défaites comme ça qui sont des victoires, et il y a des victoires qui sont pas des défaites, mais qui paraissent évidentes, tu vois. Aujourd'hui, présenter législative dans un quartier parisien ou dans une banlieue où Mélenchon fait 55% au premier tour, bon, tu vas être élu, tu vois, c'est très bien en soi, mais ça veut pas dire que c'est une bataille de gagner, tu vois, c'est quelque chose qui était déjà là il y a 5 ans, tu vois. Et donc, il faut aller plus loin, et donc je pense que ce serait intéressant de voir cette conflictualité-là, conflictualité qui est l'inverse de la stratégie de gens comme Viktorovitch pour essayer de retomber sur nos pattes. Eh ben non, mais t'as raison, j'allais le dire, moi, pour pouvoir faire le truc, c'est une longue intro, mais c'est exactement ça. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Et c'est parti. Écoutez, moi, ma position, elle est la même, elle a toujours été la même. Hein. Je pense que ce qui permettrait... En fait, moi, ma crainte, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, et puis on va finir là-dessus, et cette crainte est renforcée au lendemain des municipales. J'ai jamais eu aussi peur d'avoir raison qu'aujourd'hui. Ma crainte, c'est que les élections de 2027 ressemblent à ce que l'on voit se dessiner depuis longtemps, c'est-à-dire une extrême droite qui va partir de manière absolument... une extrême droite qui va partir unie. Il panique. Pourquoi il bécaye tout T'as l'impression vraiment que c'est les nuits de cristal. Mais vraiment, mais ça va, Clément, du calme. Là. Enfin, ça va, il y a encore moyen de se battre, quoi. Enfin, c'est incroyable. Mais tout le drama du truc, tu vois, déjà, ça dit quelque chose, quoi. Vraiment, ce n'est pas comme ça qu'on va se battre. Voilà, nous, à la Pas du Team, on essaye de pas être dans le drama, mais parce que c'est sincère. On sait qu'on est fort, qu'on a des forces, on vous parle de cette lame de fond, etc. Il n'y a pas à être défensif, il y a à être offensif, là. Allons à la conquête, quoi. Non, mais tu comprends pas. Là, ce qu'il va dire, ce que je préchote, j'ai pas vu tout le truc, mais il va dire ça va être forcément l'extrême droite ou Édouard Philippe, Gabriel Attal, machin. Si tu pars de ce principe-là, faut voter qui? Faut voter François Hollande, tu vois, pour avoir une gauche qui peut gagner au second tour. Donc là, il est en train de préparer en disant l'extrême droite arrive sur nous, le fait qu'il faille presque faire barrage au premier tour parce que Mélenchon de toute façon ne peut pas gagner un second tour, blabla, enfin tout le truc. La révolution étant impossible, il faut remettre la main à François Hollande qui, en bon père de famille, va gérer la France. Tu vois, ouais. Et ce sera moins pire que l'extrême droite. Voilà. C'est comme ça que ces gens-là, à chaque fois, ils gagnent. Voilà. Dire unis derrière Jordan Bardella ou Marine Le Pen avec un bulldozer électoral à leur service. Unis. Déjà, l'extrême droite unie, c'est-à-dire qu'il va y avoir Knafo et Retailleau qui vont se mettre derrière Marine Le Pen. N'importe quoi. Non, mais déjà, dans sa tête, l'extrême droite, ça va de Retailleau à Bardella Le Pen. Moi, je pense qu'il y a Zemmour, évidemment. Donc, bon, moi, je veux bien croire qu'ils sont sur le même corpus, on est d'accord. Ah bah ils sont sur le même corpus, mais avant qu'ils arrivent à s'unir, c'est compliqué. Il n'y a aucune raison qu'ils s'unissent les uns derrière les autres. Ça déjà, c'est vraiment une analyse politique débile. Et tu vas voir ensuite, pour lui, la droite, c'est Attal et Philippe. Quand tu fais ce genre d'imbécilité, de dire l'extrême droite,
C'est tout ça. Et ils vont se mettre tous ensemble, ce qui n'a aucune raison d'arriver. Vraiment, ça n'a- Imaginez, Retailleau, il fait ça. Retailleau, il est chef, il est président des Républicains, il est chef des sénateurs républicains aussi. Enfin voilà, il vient de tout ça. Si il s'unit et qu'il se range derrière le Rassemblement national, parce que jamais il va réussir à faire que le Rassemblement national se range derrière lui, alors qu'il fait 7% et que les autres font 35% dans les sondages, tu vois, c'est ou ça. 10%. Et ben du coup, ça veut dire que en fait, il va y avoir un transfert, que les sénateurs vont devenir des sénateurs RN. Enfin, lui, il servira plus à rien. Il va tuer son parti. Enfin, c'est la pire Mais- chose à faire pour lui de faire ça. Ça s'est déjà vu en plus. Ça s'appelle Ciotti en 2024. Le gars, voilà, il est devenu maire de Nice grâce à ça, mais pas plus quoi. Tu vois, il a tué son parti et enfin, clairement, LR. Il aurait pas pu du devenir maire de Nice sans ça. Hein. Clairement, et LR est pas du tout sur cette ligne. Et les municipales ont montré que en fait, la droite, les divers droites, etc., étaient encore très massifs dans ce pays. Donc il y a un espace pour la droite. Le problème, c'est qu'elle est éclatée. Donc le problème, c'est pas le bulldozer, je sais pas quoi, de ce qu'il imagine. Oui, il y aura un parti qui va être uni, c'est le RN. Et encore, on l'a dit, c'est pas sûr qu'il tienne son union jusqu'au bout, mais ça, voilà. Et puis la droite, au milieu, elle va exploser en plein de petits morceaux. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est plein de petits qui vont attaquer la ligne de l'extrême droite. Donc c'est plutôt un non-bulldozer électoral, ce que va avoir le RN. Enfin, il faut se rendre compte, le RN avait une chance absolue au premier tour de 2022. Ils étaient les seuls sur leur ligne. Il y avait... Il y avait Zemmour quand même sur leur ligne. Enfin, en plus libéral, mais... Il y avait Zemmour en plus libéral qui tapait à fond sur le RN au profit de l'union des droites. Donc ça, tu sais ce que je veux dire, c'est que ça les renforçait dans le côté extrême droite anti-système, tu vois. Et ils avaient un candidat de LR qui était littéralement un Macron bis qui était Pécresse. Quand ils ont eu Fillon en face, c'était plus compliqué. Ils ont fait un moins gros score, tu vois. Là, ils avaient deux adversaires faibles qui les légitimaient quelque part. Il y avait deux noisettes entre Macron et puis Le Pen. T'avais la noisette Zemmour et la noisette Pécresse. C'est pour ça que les deux ont fini très bas en fait, beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient annoncés. Et avec ça, elle n'a fait que 23%. Avec ça, elle n'a fait que 23%. Juste 1% devant Mélenchon. Et là, ils vont se retrouver avec des Retailleau, des Wauquiez, des Édouard Philippe, des gens, tu vois, beaucoup plus à droite et beaucoup plus sérieux. Et avec un Bardella sûrement qui est beaucoup plus faible, ils vont se faire beaucoup plus dépioter. Donc déjà, on est à un quart de la vidéo de Viktorovitch. Déjà, son analyse du bulldozer extrême droite, ça ne repose sur rien de sérieux. Ça repose que sur les sondages bidons de l'IFOP et compagnie, voilà, qui mettent à 37%, etc. Sondages qui sont démentis tous les jours. Dernier exemple en date, les fameux sondages 45-45 entre Grégoire et Dati, tu te rappelles, voilà. Bon, donc on a vu, allez voir nos tweets, dont on a vu que ces bidons de A à Z, Bournazel, l'électorat du centre, ne veut pas aller vers l'extrême droite, voilà, c'est... la droite. Mais en plus, il y a une place, on le dit depuis un an, hein, il y a une place pour... j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, c'est... rendez-vous compte, on dit des trucs depuis un an et les trucs arrivent. Et donc nous, après, même quand on fait des capsules, on se dit, on est en train de se répéter, mais on est en train de se répéter parce qu'on constate un truc qu'on avait déjà dit qu'elle allait arriver et qui est arrivé, quoi. Et dont tout le monde parle. Parce qu'à l'époque, il y a un an, il y a un an, comme tu dis, on disait des trucs dont personne parlait, c'était bien. Mais maintenant, on dit des trucs qu'on a dit dont tout le monde parle. Donc c'est vrai qu'on est obligé de... Et vous prenez une ligne qui pourrait être intéressante, dont on a parlé depuis un an, là, c'est la ligne un peu copée. Ce serait justement une droite qui garde son truc de peut-être histoire de France, le gaullisme et tout, mais une droite qui ne serait pas islamophobe, ou moins islamophobe au moins. Et là, tu pourrais avoir une droite qui serait pas sur la ligne Retailleau, Zemmour, Marine Le Pen, et qui fasse un gros score. Le problème aujourd'hui, c'est que même les gars comme Wauquiez disent on va faire alliance avec CNAFO et tout, et donc du coup, créer un pôle où il n'y a pas tellement de différence idéologique, quoi. Et ben, je vais t'en rajouter un dans la prophétie qui va faire ça, qui va faire cette ligne. Je l'ai entendu il y a pas longtemps parce que j'écoute tout, etc. C'est David Lisnard. Je l'ai entendu chez Apolline de Malherbe dire qu'il quittait les Républicains. Il faudra peut-être qu'on fasse d'ailleurs un réact là-dessus. Il quitte les Républicains pour faire une grande primaire ouverte. Il en a marre. Et son discours, c'est le travail, le libéralisme, parce que voilà, il est là-dessus. David Lisnard, le président des maires de France. Et en finir avec le racisme et l'antisémitisme. Tu vois ? Donc, il est anti-immigration, régulation de l'immigration, tu vois, etc. Mais nos compatriotes musulmans peuvent vivre tranquilles. Eux aussi, ils bossent. Voilà. Donc, une ligne libérale de droite non islamophobe est capable de faire beaucoup de voix. En fait, est capable presque de réunir le bloc Macron, tu vois, le bloc, c'est-à-dire de réunir Attal et Horizon, là où les deux sont obligés de se taper dessus pour essayer d'exister, quoi. Donc un gars pourrait émerger, tu vois, ça ce serait encore une... Alors c'est compliqué en un an, là, ça me paraît compliqué. Ouais, Lisnard, il va y aller. Hein. Par la présidentielle, et c'est cette proposition-là,
cette proposition du terrain, cette proposition du pays réel que je voudrais faire entendre. Donc vous êtes candidat. Oui, donc je suis candidat. Ouais, mais il va pas faire masse autour de lui, tu vois. Non, mais il va faire 5-6% qui vont gratter. Mais tu vois, dans un peu, 5-6 ans, peut-être que ça va se reformer comme ça et ça va réémerger sur Ouais. un truc commun, quoi. À droite, une multitude de candidatures qui vont finir par se désister les uns pour les autres, avec potentiellement un Gabriel Attal qui va serrer la main de Édouard Philippe pour que celui des deux qui soit premier dans les Pour lui, la sondages droite. devienne président et l'autre devienne Premier ministre, et qui vont finir par allier leurs forces, ce qui serait absolument naturel vu qu'ils viennent du même parti en réalité. Pour lui, Attal, il est de droite, il va s'allier avec Philippe. Mais écoutez, C'est bizarre, ouais. Parce Mais que écoutez, on ce a qui- bien vu, suite à ces municipales, que Horizon et Attal étaient prêts à faire en fait des alliances avec le PS et qu'il y avait ce bloc plutôt centriste qui peut même plus tendre vers la gauche que vers la droite parfois. mais Attal et Philippe, c'est le post-macronisme. Attal étant le post-macronisme de gauche et Philippe le post-macronisme de droite. Donc c'est le centre. En plus, je suis désolé, mais pourquoi vous écoutez ce gars parler de politique? Il vient de dire une erreur. Et je parle pas d'une erreur d'analyse, une erreur factuelle grossière. Ils viennent du même parti, Attal et Philippe. Philippe Des vient, LR, hein. Philippe vient des LR, Attal vient du PS. Qu'est-ce Ouais, que ouais. vous me racontez? C'est pas parce qu'ils sont passés chez Macron qu'ils viennent du même parti. Au contraire, ils ont été justement mis là, un coup à droite, un coup à gauche pour faire du en même temps macronien. Enfin, vraiment, c'est ne pas comprendre ce qu'est le macronisme. La meilleure formule restera celle de Rachida Dati. Des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Voilà, c'est vraiment ce en même temps où tu prends un peu de la droite et un peu de la gauche et tu fais un centre maximum, ce qu'on appelle un bloc bourgeois, pour citer notre camarade et ami Stefano Palombarini et son comparse Bruno Amable. Force à vous les gars, je sais que vous nous regardez de temps en temps. Et bien voilà, c'est vraiment ça. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça va exploser. Les deux sont en train de se séparer. Ils ne vont pas se mettre ensemble. Pourquoi? Philippe a son appareil Horizon, Attal a son appareil Renaissance. Ils sont pas dans le même truc où il faudrait reprendre un appareil, etc. Donc tout ça n'a aucun sens. L'un ne va pas se désister pour l'autre. Ou du même mouvement. Et ils ont peu ou prou les mêmes propositions. Qu'on ait un Retailleau qui finisse par... C'est vrai sans l'être. Édouard Philippe est beaucoup plus libéral, même s'il est libéral aussi, hein, Attal, mais Édouard Philippe, c'est genre retraite à 67 ans, machin. Il s'est opposé au budget de la Sécu. Enfin, il s'oppose en fait au macronisme en disant c'est pas assez libéral. Tu vois, c'est l'inverse de la gauche où il s'oppose en disant c'est trop libéral, lui il s'oppose en disant c'est pas assez libéral. Donc c'est pas exactement le même programme non plus. Et pourquoi Philippe est donné beaucoup plus haut dans les sondages? Parce que Philippe, il a un espace. Philippe, il incarne bien cette droite qui ne veut pas aller à l'extrême droite et qui veut quand même récupérer le libéralisme de droite de Macron. Attal, il a aucun espace. C'est quoi l'espace entre le libéralisme non extrême de Philippe et le PS? Tu vois, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'Attal est donné à 6-8 et il n'ira pas au bout parce que justement, il n'y a pas de politique possible entre le PS libéral de Hollande qui se dessine là ou de Valo et Édouard Philippe. Ça n'a aucun sens. soit s'imposer, mais j'y crois pas une seconde, soit finalement rallier le Rassemblement National ou se désister en sa faveur ou Voilà, faire un score un peu Retailleau. piteux. Retailleau va rallier, genre vraiment, les mecs, ils ont fait sécession avec Ciotti en faisant un bureau exceptionnel, Ouais. un parti gaulliste, jamais ça l'ira, machin. Alors que Retailleau fasse un peu des alliances tactiques avec le RN, tende un peu la main parfois, mais qu'il aille jusqu'à se désister. Je veux dire, si demain Retailleau se désiste pour le RN, Xavier Bertrand arrive et pose sa candidature. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Ça peut se passer entre deux tours, sur un accord, pour les législatives de gouvernance, tu vois. À la limite, entre les deux tours, mais bon, j'y crois déjà pas trop, tu vois. Mais à la limite. Mais au premier tour, avant le premier tour, que les Républicains qui viennent de faire des bonnes municipales finissent par s'allier ou même retirer leur candidature pour le RN, ce serait une dinguerie. Hein. Exactement. Mais c'est- Surtout avec un RN qui va être donné à 30%. Tu vois, le RN serait. En fait, ils seraient tous les deux donnés non passants au deuxième tour. Mais là, ce qu'on va voir dans les sondages, c'est que le RN va toujours être donné au deuxième tour. Donc ça sert à rien de se désister pour quelqu'un qui est déjà au deuxième tour. Mais c'est clair, c'est là où on voit effectivement que il ne comprend pas du tout les forces et il ne voit même pas ce qui s'est passé au municipal. Au municipal, la force de LR, ça a été justement de ne pas se rallier au RN dès le départ et de jouer la carte de non, si vous voulez pas de la gauche et de leurs unions, votez pour la droite, quoi. Ils sont dans cet espace de noisette que va jouer le PS aussi. Nous sommes les anti-extrémistes, quoi. Extrémistes de droite, extrémistes de gauche. Donc vraiment, Retailleau, il a aucun intérêt à se rallier au RN. Parce qu'il a déjà sa ligne. Si, en plus, il dit qu'il ne fait plus barrage aux extrêmes, il ne lui reste plus rien. Donc la ligne de Retailleau, c'est de dire, nous sommes la droite qui peut transformer le pays, le libéraliser, en finir avec l'immigration, sans être l'extrême. C'est ça sa ligne. Puis t'imagines le délire, t'arrives au législatif, tu t'es désisté pour le Rassemblement National, tu te fais mais exterminer le Rassemblement National au pouvoir pour lequel tu t'es désisté. Non, mais... T'es mort, quoi. Et que au soir du premier tour, on est en légende
un Mélenchon qui fait une très belle campagne et qui finit à 15%, parce qu'il fait une très belle campagne, mais parce que je pense que... Spoiler, il n'y a pas besoin qu'il fasse une très belle campagne pour faire 15% Mélenchon aujourd'hui. Mais, 15%, c'est sa base. il a fait une très mauvaise campagne. Alors moi, ça, c'est mon analyse. Peut-être qu'elle est erronée, on verra bien, mais je pense que ce sera difficile pour Jean-Luc Mélenchon en 2027 de rassembler comme il a su le faire en 2022. Pourquoi, Clément ? Juste, j'aimerais bien savoir, lui, en 2021, ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'en 2021, il devait dire ça va être compliqué pour lui de rassembler comme il a fait en 2017. Et puis, en 2016, il disait ouais, ça va être compliqué de faire comme en 2012. Et tout. Mais non, mais pourquoi Clément, ça va être dur ? On va voir s'il va le dire. Mais s'il ne le dit pas, moi, je vais vous le dire. Pourquoi ? Pourquoi ça va être dur, Clément, qui rassemble Jean-Luc Mélenchon ? Donc moi, ma crainte, c'est de voir un Mélenchon en légende à 15%, voire à 12% s'il s'effondre un peu. Derrière, une espèce d'atomisation entre... Donc en fait, vas-y, il va pas répondre. Donc voilà, donc, je vais le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Clément Viktorovitch qui reprennent toutes les paniques et les trucs fabriqués des médias bourgeois et de la droite et de la gauche anti-mélenchonienne, comme quoi il serait antisémite, comme quoi il serait fini, comme quoi il serait gâteux, etc. T'as été le premier à faire ça. Donc si à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus rassembler derrière lui et polarise trop, non pas parce que son programme sera trop de rupture, mais parce que des gens croient qu'il est antisémite, tu seras le gars qui l'aura fabriqué, Clément. Tu es un hypocrite de A à Z. Vraiment, là, je m'énerve un peu, mais ce type est en train de chouiner en mode « Ah, ce sera triste que Mélenchon il soit qu'à 15 parce qu'il va pas pouvoir rassembler, j'y crois pas trop, c'est dommage. » Alors que c'est lui qui fait tout ça pour ça. C'est comme si Garrido arrivait le soir du premier tour à dire « J'aurais bien aimé que Mélenchon fasse plus quand même, ça nous aurait évité d'avoir le centre et l'extrême droite au second tour. Mais vous travaillez depuis 5 ans à ce qu'il fasse moins. » Ces gens-là, mais n'ont pas de colonne et n'ont pas de dignité, quoi. C'est littéralement lui qui a fait des trucs sur Chikirou pendant la campagne municipale, qui a fait tous les trucs sur Glucksmann, machin, je sais pas quoi, qui a en disant commence à y avoir un pattern. Alors, voilà, commence à y avoir un pattern. En prenant des propos d'il y a 8 ans. Mais vraiment, mais c'est une honte. C'est une honte. Le type tire dans le dos de Mélenchon et il dit « Ah, c'est dommage, il est mort plus tôt dans la bataille, quoi. » J'hallucine, moi. J'hallucine. Une Tondelier, un Olivier Faure, un Glucksmann, pourquoi pas, un Fabien Roussel à 1%. Le gars, il croit vraiment qu'Olivier Faure va y aller. L'analyse politique, tu vois, il est payé pour ça. Je veux dire, on ne Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à lire la presse, tu vois. Autant, il y a un an, c'était compliqué, tu vois. Nous, on disait déjà Boris Vallaud, après peut-être Hollande, tu vois. C'était un peu dur à savoir, tu vois. Aujourd'hui, c'est dans la presse, tu vois. C'est des mecs te marquent, il est en minorité au Bureau national. Qu'est-ce que tu veux qu'il se présente, tu vois. Ce type, là, c'est acté que la primaire n'aura pas lieu, quoi. C'est ça. Acté que la primaire n'aura pas lieu. Le groupe Vallaud a rejoint le groupe Meillard-Rossignol. Ils sont majoritaires. Faure a plus la main sur rien. C'est un pantin, le gars. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit le candidat du PS, tu vois. Là, le truc de con, c'est... Attends, désolé. Il fout Faure pour porter la ligne Glucksmann, tu sais. Le truc le plus con du monde, illisible pour les gens, tu sais. Faure devient un pantin du PS, ligne Glucksmann. Non, oui. Et Hollande se fait chier depuis 1 an, 2 ans, à revenir pour ça, pour mettre Faure candidat. Je pense que c'est hyper probable, quoi. Bon, bref. Mais tu vois, là, c'est même pas l'opposition politique entre cette gauche molle qui représente Clément Viktorovitch et nous. Là, vraiment, on est face à quelqu'un qui ne fait pas son travail. Je trouve que là, les gens qui le regardent, vous vous faites arnaquer sur la marchandise. Et là, il ne suit pas les logiques politiques pour pouvoir doumer sur des trucs comme ça. Et en plus, comme dit Padu, le fond du fond, qu'est-ce qu'il essaye de vous dire ? Qu'il faut que vous vous prépariez à voter Édouard Philippe ou Gabriel Attal pour empêcher Marine Le Pen. Enfin, vraiment, c'est quoi l'idée de cette vidéo, quoi ? En plus, il dit j'ai jamais fait peur d'avoir raison. Je sais pas, moi, je sais pas s'il dit ça depuis le début. Tout le monde dit ça depuis le début, en plus. C'est pas lui qui a raison. De devoir choisir au second tour entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, quoi. Quelle est ta solution, Clément ? Militer parce que militer, c'est pas neutre. Hein. Bon, on serait le soir du premier tour, il y a ce résultat-là. J'y crois pas, mais admettons. Bon, bah, il peut doumer, oui, il peut se picoler devant son micro, pourquoi pas, tu vois. Mais là, on est à 13 mois des élections, ça sert à quoi de faire ça à part désespérer les gens ? Tu sais, c'est ce qu'on a dit dans notre capsule Venezuela, ça sert à quoi à part de créer de la confusion, comme quoi ce serait pas possible que la gauche de rupture, qui a été proche du deuxième tour 2 fois de suite à quelques voix près, à 600 000 puis ensuite à 400 000, ça sert à quoi de faire croire à 13 mois, là où elle a jamais donné aussi haut dans les sondages d'ailleurs, elle est jamais partie aussi haut, là où elle vient de fracturer les municipales et de emporter des villes, ça sert à quoi de faire une vidéo pour dire ça ne va pas arriver, je suis en train d'avoir peur, d'avoir raison que on va perdre. Mais vraiment, ça me rend fou, quoi. C'est ce que... ou Hollande si vous voulez. Hein.
c'est ce que je vois, c'est ce que Hollande, si vous mettez ça, tu sais, c'est quand même pas pareil, Philippe ou Hollande, tu vois. C'est ça, pas c'est des gars exactement interchangeable, tu vois. Genre, C'est le des- mec te dit. Enfin, tu sais, c'est genre de l'analyse, mais à la fin, c'est Hollande ou Philippe, tu vois. Et pourquoi pas, à ce moment-là, Poutou. Roussel, c'est. Enfin, oui. Poutou. Oui, oui, mais vraiment, ça, comme tu dis, il n'y a aucune analyse derrière. En fait, c'est ça le fond du fond. Son but à lui, à la fin, c'est de dire Mélenchon ne peut pas être au second tour. C'est ça qu'il vous dit. Donc, Ah, les mais c'est gens ce que qui- je t'ai dit depuis le début. Il va dire, du coup, C'est bah, toi faut se qui as préparer à voter raison. Hollande, tu vois. C'est toi qui as raison. Moi, je fais des analyses, à la fin, c'est toi qui as raison, comme pour Hollande. je vois, c'est ce que je vois apparaître devant nous. C'est ce que je vois apparaître devant nous. Après, je dis ça, non, mais en plus, c'est pas juste un agent du Hollandisme. Enfin, c'est inconscient, si tu veux. C'est sa conscience tragique de petit intellectuel dans une sorte d'entre-soi culturel, progressiste, et puis tu sais, qui comprend pas ce qui se passe, qui est apeuré par la montée du fascisme qu'en fait ils ont créé en faisant leur ligne Kamala Harris Hollande de merde depuis 25 ans, en disant ah non mais faut à tout prix voter pour le centre parce que ça fait barrage et tout, au pire et tout. Et en fait, comme ça fait monter au fur et à mesure l'extrême droite parce que ça empêche en fait la gauche de rupture d'engranger des victoires électorales, de se renforcer et à terme de gagner, et ben à la fin, ils regardent comme ça, hébétés devant le résultat, tu sais, en se disant comment ça se fait, je vais devoir encore voter Édouard Philippe. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. Et puis c'est vraiment le côté commentateur, observateur de l'extérieur. Bah oui, à la fin, tu peux que constater ce que d'autres font à ta place. Et lui, il constate les tendances que donnent les sondages. Il n'analyse pas les vraies forces politiques. Il n'est pas au contact du terrain. Il n'essaye pas de faire de la sociologie. Vraiment, il survole le truc. Je comprends même pas qu'on l'écoute. Et donc, il ne voit pas les forces et il ne voit pas surtout comment on les anime, ces forces-là. Et on les anime, qu'est-ce qu'on a dit? En choisissant une ligne. En choisissant une ligne et en militant pour elle. C'est comme ça qu'on choisit. On n'attend pas que les choses se passent. Là, ça devrait être la conclusion de ce truc. Ça devrait être de dire bon, on arrête les conneries avec la campagne de l'Ofer, Aussi. d'antisémitisme, machin. Il a fait l'inverse, hein, il y a 3 semaines. Hein. Il était là, Ouais. Chikirou, c'est peut-être une escroc. Bientôt, il va nous expliquer qu'elle est narcotrafiquante, complice de Maduro. Tu vois, C'est genre, ça. tu sais, n'importe quelle connerie qui sort dans la presse, il va reprendre pour essayer de faire baisser la gauche de rupture. Et puis en plus de ça, d'ailleurs, dans la dynamique de l'Ofer, c'est intéressant parce qu'on voit souvent que c'est des médias dits de gauche progressiste, tu vois, qui tapent. Ah oui. Et ça qui fait mal, tu vois. Mm. C'est qu'à la limite, si t'as un mec d'extrême droite qui tape sur Chikirou, ça touche pas son électorat. Ouais. Mais quand t'as un Clément Viktorovitch qui tape sur Chikirou, ça touche son électorat, tu vois. Et donc, ça crée de l'abandon, de l'abstention, des gens qui vont aller voter Grégoire au premier tour, des choses comme ça. Tout ça pour à la fin nous dire ça va faire gagner l'extrême droite. Tu vois. Enfin, c'est ça qui est incroyable. La conclusion de son truc, ça devrait être de dire j'arrête les conneries, j'arrête de participer au Lofer, j'arrête de traiter la France Insoumise d'antisémite, rejoignez des partis, que ce soit la gauche de rupture, que ce soit la France Insoumise ou autre, des syndicats, des trucs, militer pour qu'on arrive en masse aux élections présidentielles de 2027 et que j'ai tort. Mais non, il dit pas ça, il dit juste ah bah non, mais j'ai peur d'avoir raison. Bah très bien. C'est ça. Et je te dis, ouais, à la fin, ils fabriquent du désespoir et de la confusion. Enfin, c'est vraiment les agents du système, ces gens-là. Comme en 2022 et en 2017 en fait. Bah un peu comme en 2022 et en 2017 en fait, ouais, carrément. J'ai qu'est-ce que t'as l'impression que les mêmes causes vont provoquer les mêmes effets. La différence étant que au second tour cette fois, ce sera pas. Enfin cette fois ça se jouera différemment. Ciao. Non, mais J'ai voilà. passé des jours Oh, le délire du truc, quoi. Le délire du truc, quoi. Voilà. Cette fois, ça se jouera différent parce qu'il croit que Philippe Le Pen passe forcément, j'en suis pas sûr, moi. Je pense Non, que mais- Philippe Le Pen, Philippe gagne. Hein. Mais c'est ça, parce qu'il y a quand même toujours des gens, et c'est ça qu'il faut rappeler, il y aura toujours quand même des gens à la fin dignes qui se seront battus jusqu'au bout pour aller chercher chaque voix de Mélenchon, contrairement à lui, là, qui est en train de désespérer, qui est pas militant du tout, qui attaque Mélenchon dès qu'il peut, 13 mois avant est en train d'annoncer que ça va mal se passer. Il y aura des gens qui vont aller avec les dents chercher chaque voix, qui vont prendre des procurations de petits vieux pour aller voter le jour. Ça passera à 200 000 voix près. Et c'est quand même les gens de Mélenchon qui iront voter Édouard Philippe. Pendant que lui dira oh là là, oh, je vous l'avais dit, le cul sur ma chaise, regardez, surtout allez voter Édouard Philippe, hein, les gens qui ont voté Mélenchon, soyez intelligents, ça aura été eux qui auront été chercher chaque voie de rupture entre les deux depuis 15 ans. Et non, ces gars-là font la leçon, mais j'en ai marre de ces Ça gens-là. fait 15 ans qu'ils se cassent les couilles. Il y a des mecs comme ça qui arrivent. Mais c'est vrai, ça me fatigue. Moi, j'ai commencé au début du parti de gauche. On nous disait, mais vous êtes d'élus, les gars, de créer un parti à gauche de l'AFI. Il n'y a rien d'autre que les trottes, machin. C'est bidon, vous n'y arriverez pas. On était donné à 0,5, 2%.
Tout le monde se foutait de notre gueule. Mais vraiment, on arrive, on fait un score. Non, mais on fait un score à 2 chiffres en 2012. En 2017, ça fracture. En 2022, on est juste à côté. Là, on perce au municipal. Le truc était inattendu. On fait 1 million de voix en plus aux européennes. Mais avec toute la diabolisation, et ce gars-là qui nous tire dans le dos à chaque fois va dire ah mais ouais, le pauvre Mélenchon, il va faire une bonne campagne, de toute façon, mais il peut pas rassembler. Vraiment, sans déconner, mais cassez-vous, quoi. Allez faire une primaire populaire, là, je sais pas quoi, avec Gribowski, là, Bad Bulch, je sais pas qui, là, tout ce que vous voulez, là, et Tondelier, et laissez-nous reprendre le pays à la gauche de rupture. Vraiment, j'en peux plus. Désolé. Hein. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe. C'est cata, quoi. Je veux dire, il y a des insoumis qui regardent Viktorovitch. Les gars, premier truc, nous on a dit que les gens qui regardent la pas du team, il faut que ce soit des militants. Donc quand vous éteignez la pas du team, il faut convaincre des gens de voter pour la rupture plutôt que. Et puis plus jamais PS, etc. Voilà. Et commencez par convaincre les gens que vous avez autour de vous qui aiment bien Mélenchon de pas regarder Viktorovitch, quoi. Vraiment, c'est un truc indispensable. Hein. Ouais. Bon, on va s'arrêter là avant que ça dérape. Sur ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous financer sur Tipeee. Et on vise les 15 000 € de dons récurrents pour pouvoir mieux se structurer. Alors, je sais pas combien on est là. On fait quand même des adhésions de temps en temps de gens qui vont nous aider à faire l'orga, quoi. Voilà, qui nous aident à faire l'orga ou qui nous aident sur des plans techniques. On doit être 45 ou 46, je crois. Ouais, on a été 8 il y a moins d'un an. Donc voilà, on s'est quand même pas mal structuré, mais ça prend quand même le temps qu'il faut parce que si on passe de 8 à 500 en 3 jours, en fait, juste peut-être 500 pélos qui vont parler sur un Discord et c'est tout ce qui va se passer. Ouais, et on veut surtout pas ça. C'est aussi évidemment pour libérer aussi du temps pour les camarades qui font des postes techniques, du montage, du graphisme, du cadrage, des choses comme ça. Et puis aussi pour essayer de trouver des locaux. Enfin voilà. Si vous pouvez nous aider sur Tipeee ou si vous nous aidez, on vous remercie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes et on vous dit à plus. Salut les gens, force, ne lâchez rien, croyez en l'avenir. C'est